Mesdames et messieurs, chers abonnés de Pinceau TV, bienvenue à cet entretien exclusif avec l'artiste peintre Massira Touré dans le cadre de son exposition Diamaco à l'Institut français. Massira, bonjour. Bonjour. Et si l'on doit connaître Massira, que diriez-vous en quelques lignes sur vous-même? Alors, merci beaucoup de m'accorder ces créneaux d'expression afin de parler de mon travail et aussi de l'exposition qui est présentée à l'Institut français. Alors, d'après les Bamana, mais en tout cas, Massira Touré, je suis artiste plasticienne. Je suis également fondatrice d'une plateforme de diffusion d'œuvres d'art qu'on appelle Agansi. Donc, j'évolue dans le monde des arts plastiques depuis plus de 10 ans. Wow, 10 ans d'expérience déjà. Et aujourd'hui, vous nous revenez avec une expression telle que Diamaco. Nous voulons comprendre bien le principe. C'est quoi Diamaco? Et pourquoi le choix de ces titres? Pourquoi également le choix de l'Institut français pour cette exposition? Alors déjà, le choix du titre, c'est Diamaco. Diamaco, à travers, si vous voulez, la traduction littérale, on peut dire une affaire de masse ou une affaire de peuple, de public en fait. Donc, j'ai voulu à travers cette exposition représenter en image mes relations avec tout ce beau monde que j'ai rencontré ces dernières années. Je pense que le monde, toutes les expériences qu'on peut vivre dans le monde tournent autour de l'humain. Donc, nous rencontrons des personnes dans diverses circonstances. Nous vivons diverses situations avec ces personnes, que ce soit des situations heureuses ou non. Il y a toujours en fait une expérience vécue, il y a toujours une aventure à raconter. Donc, Diamaco, pour moi, est une illustration de ces... À chaque fois que j'ai eu à confronter une personne ou des personnes, ça a laissé une trace en moi. Et derrière chaque rencontre, en fait, pour moi, il y a une histoire à raconter. Donc, Diamaco, si vous voulez, c'est une manière pour moi de représenter le contact que j'ai pu avoir avec tout ce beau monde durant ces années où je n'ai pas montré mes travaux au public. Donc, cela veut dire que Massira est beaucoup plus accroché au rapport, à son rapport avec les autres. Et surtout, son art va de plein fouet avec les contacts qu'elle entretient avec les autres. En effet, je pense que le travail de l'artiste en général, que ce soit moi ou un autre artiste, en fait, le travail de l'artiste n'est pas forcément pour lui-même. Donc, le travail de l'artiste, ça découle en fait de ses vécus avec les autres personnes. Ça parle aussi à un public extérieur parce que quand on fait un travail et qu'on l'expose, c'est qu'on veut compléter son regard avec le regard des autres. Donc, pour moi, Diamaco, c'est vraiment une combinaison de ça. C'est aussi représenter de façon imagée cet apport-là qu'on peut avoir entre humains. Représenter de façon imagée ces rapports. Et quand vous parlez de la représentation de façon imagée, quelle est cette démarche que vous adoptez dans votre parcours artistique? Et surtout pour cette exposition, de façon un peu particulière. Alors, cette exposition essaie de raconter une histoire. L'histoire des hommes ensemble et sur Terre, en fait. Donc, lorsque vous prenez les formes utilisées, les formes du support d'abord dans l'exposition, la majeure partie des toiles sont en rond, en forme ronde. Et même les toiles qui ne sont pas en forme ronde, en fait, le rond intervient même dans les toiles qui sont en forme rectangulaire. Donc, c'est pour un peu représenter la vie, la Terre, le monde entier, en fait. Et pour moi, ça passe par ça. On ne peut pas parler des rapports entre humains sans vraiment représenter en fait le monde, la Terre et pour moi, tout tourne autour d'un système circulaire, en fait, qui fait que nous croisons des choses, nous croisons des personnes, nous répétons des choses, nous vivons heureux souvent, nous vivons malheureux souvent.
Et voilà, en fait, c'est pour moi, c'est quelque chose qui tourne perpétuellement et qui se transforme en fonction des situations. Vous avez soit des couleurs chaudes ou des couleurs froides par moment, tout ça pour représenter ce que l'on peut traverser à un moment T de la vie. Donc, ma démarche, c'est, si vous voulez, c'est vraiment une histoire. Je pars d'une histoire générale pour pouvoir construire dans chaque œuvre une idée spécifique. Alors, voilà, on voit clairement cet aspect de rapport humain dans vos œuvres. Dans chaque œuvre qu'on regarde déjà, on voit cet aspect du cercle qui peut représenter un peu le monde ou la terre. Et en même temps, cet aspect des hommes qui sont solidaires, qui sont entre eux, etc. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un pays où la situation sécuritaire est un peu délétère. Nous avons connu tellement de péripéties, tellement de problèmes, qui nous demandent en quelque sorte de nous retourner un peu vers ces rapports humains. Et quel est, selon vous, les liens que vous faites entre ce qui existe comme problème actuellement au Mali et votre démarche artistique? Alors toujours avant de répondre à cette question, je vais compléter un peu la réponse concernant la démarche artistique parce que je parlais du support, mais aussi la matière aussi est importante parce que le support c'est du bois, même si c'est la forme circulaire, et aussi j'ai travaillé aussi avec la peinture acrylique sur toile. Donc, d'où la présence de couleurs souvent très flashy et souvent en tout cas des couleurs très épurées. Donc, pour revenir à la question selon laquelle on doit remettre en question les relations humaines pour faire face à la crise que nous traversons aujourd'hui, je trouve que ça, c'est indéniable. C'est indéniable dans la mesure où aujourd'hui, si on est en crise, on se rend compte que c'est une crise collective avant de devenir une crise individuelle. Donc, les retombées de la crise font que chacun se remet en question de façon individuelle. Mais quand tu prends aussi la crise de façon globale, on se rend compte que c'est un combat commun. Parce que le pays le pays dans lequel nous vivons est notre seul bien commun. Nous avons tout intérêt à nous battre pour que ça puisse vraiment fonctionner normalement. Donc moi, je crois qu'à plusieurs niveaux, on doit se remettre en question lorsqu'il s'agit des rapports entre nous-mêmes. Parce qu'il y a la question éducative qui rentre en compte, il y a la question aussi de l'acceptation de l'autre qui rentre en compte. Il y a aussi et surtout la question sociale qui rentre en compte parce que lorsqu'il y a crise, tu ne dois pas voir l'autre comme ton ennemi comme l'enfant d'une autre famille. Tu dois voir l'autre comme ton concitoyen. Tu dois voir en l'autre toi-même. Et on doit prioriser en fait le fait de se mettre ensemble pour combattre les ennemis qui ne sont pas du pays en fait. Donc, c'est vrai que l'art a cette capacité aujourd'hui de rassembler les gens autour d'un idéal commun. Mais est-ce que selon vous, les arts plastiques sont parvenus à cet objectif-là, au Mali surtout? Alors, l'artiste plasticien d'abord, c'est quelqu'un qui essaye de sensibiliser à sa façon. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est de sensibiliser les gens par rapport à cette activité-là, par rapport à ce concept-là. L'artiste, son arme, c'est sa peinture, c'est sa couleur, c'est ses formes, c'est aussi son contact avec les autres. Parce que les artistes ont quand même ce mérite-là ou cette opportunité de confronter la masse, quelle que soit la forme de ton art. La finalité, c'est que tu présentes ton produit à un public. Donc, nous avons une voix. Et cela, nous utilisons cette arme-là pour sensibiliser les gens, pour parler de la culture, pour parler de la connaissance de soi, pour parler aussi du travail que qu'on peut faire sur soi de façon individuelle afin de pouvoir vivre en communion. Et nous travaillons beaucoup à passer des messages de sensibilisation à travers nos travaux. Et aussi, il y a certains artistes qui sont très engagés, qui passent même des messages d'alerte à travers leur art. Donc, je peux dire que l'art plastique a cette fonction-là de sensibiliser, de conscientiser, de aussi communiquer
voilà, sur tous ces aspects de cohésion sociale et pour pousser les gens à être ensemble et à ne pas toujours être dans la guerre. Évidemment, c'est ce qui montre également la force de l'art dans une société. Alors, et ici au Mali, nous avons connu une génération d'artistes plasticiens qui ont vraiment vendu l'image du pays, on peut dire, et si possible, qui ont même contribué à l'ascension des arts plastiques au Mali et de par le monde entier. Je pense actuellement à Abdoulaye Konaté, je pense aussi à Ismaël Djabaté et bien d'autres. Mais la génération actuelle, que pensez-vous de façon globale et que pensez-vous de la démarche actuelle de cette génération? Est-ce que cette génération est en train de marcher sur les pas des grands érudits des arts plastiques au Mali? Alors, je pense que cette génération est en train de mieux faire parce que c'est une chance pour notre génération d'avoir eu ces aînés-là. Et cette génération est en train de mieux faire parce que elle est en train de s'inspirer de la démarche de ces anciens-là pour écrire sa propre démarche. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. Aujourd'hui, au Mali, nous assistons à une effervescence de la créativité en termes d'art plastique. Et ça se concrétise non seulement par des artistes très actifs individuellement, mais aussi des artistes actifs en collectif. Donc, chaque jour, nous voyons des nouveaux collectifs qui se mettent en place. Nous voyons des regroupements d'artistes qui se donnent la main pour travailler. Nous assistons aussi à des nouveaux lieux d'exposition qui ouvrent les portes. Donc, tout ça, en fait, ça donne un certain dynamisme à la chose. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment à encourager et c'est à saluer. Et la génération de nos professeurs qui sont passés ont su transmettre en nous l'essence de ce métier-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous approprier de tout ce que nous avons appris et à travers cela, nous sommes en train d'écrire en fait notre propre histoire. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant et c'est à saluer. C'est quand même à saluer parce que on le remarque de jour en jour, on remarque tout ce qui se fait comme travail dans ces domaines-là, et surtout dans le domaine des arts de façon générale et de façon particulière les arts plastiques. Alors, si nous devons parler de l'art contemporain aujourd'hui, nous savons qu'il y a un problème. Il y a les plus grands défis aujourd'hui, c'est comment amener le public vers les expositions. Parce que le public, il est un peu, on peut dire, le public est en quelque sorte, il ne s'approprie pas le travail des artistes. Le public ne va pas vers le travail des artistes. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ce public ait ce goût-là aux arts plastiques? Alors, dans mon introduction, je disais que j'étais fondatrice de la plateforme Agency. C'est une solution en fait que j'ai mis en place en 2017 pour contribuer à la diffusion des œuvres d'art. D'accord? Alors, nous, à notre niveau, pour répondre à votre question, ce qu'on a remarqué, c'est que le public a un problème d'éducation à l'art. Donc, le public a besoin d'être sensibilisé, d'être informé par rapport à ce que c'est que l'art plastique, ce que c'est que la consommation de l'art plastique. Vous conviendrez avec moi qu'il est difficile d'acheter quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, nous, on a vraiment, ce qu'on a recensé, c'est en fait cette question de non-compréhension et de non-éducation aux œuvres d'art. Donc, c'est le premier problème. Et pour répondre à cela, au niveau de Agency, nous avons initié des ateliers de peinture pour les enfants et aussi pour les adultes. Et nous initions Monsieur Tout le monde à l'art. Nous leur offrons des heures d'initiation en peinture et à la fin de la séance, ils rentrent avec les toiles à la maison. Donc, ça crée une certaine familiarité entre le public et les œuvres d'art. C'est vrai que c'est une action qui ne va pas faire son effet tout de suite, mais nous croyons que dans les années à venir, toutes ces personnes qui passent par nos ateliers
ont une histoire à raconter avec les arts plastiques. Et c'est sûr que dans 10 ans, ces personnes-là ne seront pas des étrangers par rapport aux œuvres d'art. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous essayons en fait de présenter des expositions dans des lieux qui ne sont pas des lieux d'habitude connus pour les lieux d'art. Quand vous dites que vous faites une exposition dans une galerie, il n'est pas très sûr qu'un Malien lambda vienne regarder. Mais quand vous faites une exposition dans une banque, tout le monde part en banque. Donc, nous délocalisons nos expositions dans les banques, dans les centres de coworking, dans les événements qui drainent du monde et dans des lieux en fait où on ne s'attend pas à avoir de l'art. Donc, pour nous, c'est un moyen de sensibiliser en fait le grand public aux œuvres d'art. Comme on l'a dit, si les gens ne viennent pas aux œuvres d'art, donc nous prenons nos œuvres d'art et nous les amenons vers le public pour échanger avec eux, pour les sensibiliser par rapport à ce que c'est que les œuvres, pour les éduquer petit à petit à connaître et à comprendre les œuvres d'art. Nous pensons qu'avec ces actions-là, pour le futur, ils seront des acheteurs. Alors, il y a une question très importante ici. C'est vrai que la sensibilisation peut pousser les citoyens lambda à s'intéresser à l'art. Et aussi, il y a ces problèmes d'éducation à l'art qui est en train d'être corrigé petit à petit avec ces ateliers que vous initiez et que bien d'autres initient également, parce que nous les voyons un peu partout. Et ça aide vraiment les Maliens à venir s'exprimer, parce qu'ils en ont besoin. Il y a certains qui en ont vraiment besoin, et certains ont les talents, mais n'ont pas les aptitudes pour pouvoir montrer ces talents-là. Mais la vraie question qui se pose ici, est-ce que cet art-là, qui est en train d'être fait actuellement, est-ce qu'il est fait spécifiquement pour un public malien? Parce que si vous me présentez un tableau ou une œuvre d'art à une somme de 300 000 ou bien 500 000, est-ce que vous pensez que moi, étant malien qui ai même un problème à subvenir à mes besoins souvent, est-ce que je peux vraiment avoir ce goût à l'art, ou bien est-ce que je peux m'offrir ce luxe-là d'acheter une œuvre d'art? Oui, vous pouvez peut-être ne pas acheter une œuvre d'art à 300 000, mais vous pouvez acheter à un autre prix qui n'est pas 300 000. Ce n'est pas tous les artistes qui vendent à 300 000. Il y a des artistes qui vendent moins que ça. Il y a des artistes qui vendent beaucoup plus que ça. Donc, je pense que chacun y trouve de son compte. Ce qu'il faut comprendre avec la question du prix des œuvres d'art est que ce n'est pas toutes les œuvres d'art qui s'élèvent un jour pour devenir 400 000, 500 000 ou 1 million. Donc, il y a un barème pour fixer les prix. Donc, si vous allez vers les œuvres d'un artiste qui est coté, qui a plusieurs années d'expérience et qui expose dans beaucoup de galeries, que ce soit au niveau national ou international, il va de soi que ça soit cher. Mais lorsque vous vous intéressez à une œuvre d'un débutant, par exemple, ou d'un jeune qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, ce n'est pas les mêmes prix. C'est ce que les gens doivent comprendre. Les œuvres d'art prennent du poids, question prix, en fonction de beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser avant de parler du prix de l'œuvre d'art. Donc, c'est pour dire que, voilà, ça, ce sont des idées reçues, des préjugés que les gens ont sur les œuvres d'art, mais ce n'est pas toujours fondé. Donc, quand vous voulez vous acheter une voiture, vous savez qu'il y a plusieurs barèmes, il y a plusieurs prix en fonction de la marque, de l'année de parution, de confort, de tout ce que vous voulez. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut que les gens... Nous revenons encore dans la question de la sensibilisation. Il faut que les gens s'informent, que les gens s'éduquent à ça, que les gens cherchent à comprendre pourquoi telle œuvre coûte tel prix. Pourquoi? Voilà, parce que ce que les gens ne savent pas aussi, quand tu achètes une œuvre d'art aujourd'hui à 300 000, dans 5 ans, tu peux la revendre plus cher. Donc, il faut que les gens comprennent qu'il y a tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'on revient toujours à la question de la sensibilisation et de l'information par rapport au fonctionnement des œuvres d'art. C'est très important. C'est pour encore plus éclairer la lanterne des téléspectateurs. Il y a aujourd'hui des cours qu'on donne dans des écoles, par exemple au niveau secondaire, sur les arts plastiques, la musique, les théâtres, etc. Pensez-vous que ça peut vraiment contribuer à booster cette sensibilisation-là, ou bien ces niveaux d'intérêt éprouvés par les élèves aux arts et à la culture?
Oui, moi je pense que ça c'est déjà très important, ce qu'ils sont en train de faire. Si on me donnait le choix, j'augmenterais même le nombre d'heures qu'ils allouent à ces cours et je diversifierais aussi les disciplines qui sont enseignées. Parce que il faut retenir que lorsqu'on s'intéresse à l'art, on développe en fait sa culture générale. Parce que si vous faites des recherches, par exemple, par rapport à des peintres célèbres, vous êtes obligé de basculer dans la littérature à un moment donné. Et ça vous cultive, en fait. Et donc, amener cette discipline-là aux enfants, au lycée, moi, je pense que c'est tout bénef, en fait. Et donc, on voit aujourd'hui que depuis quelques années que ça a commencé, ça fait son impact. Parce que nous qui faisons la transmission, nous recevons des enfants qui ont découvert ce truc-là au lycée et qui sont curieux de chercher d'en savoir plus. Et donc, moi, je crois que ça doit continuer. Ça doit continuer et même les ateliers que nous faisons au niveau de nos différentes structures dans nos associations et tout, sont des choses en fait à intégrer même dans l'école, au niveau primaire. Et il ne faut pas qu'on attende seulement que les enfants aient le CEP pour aller au secondaire pour pouvoir être initiés à l'art. Je crois que chaque école devrait avoir son programme artistique en dehors des cours, ou intégré même aux heures de cours. Voilà, dans d'autres pays, ça se fait. C'est obligé de faire soit du sport, voilà, de l'art. Je crois que ça contribue en fait au développement intellectuel des enfants. Comme quoi, l'initiative est un travail de longue haleine qui ne va pas voilà, faire effet tout de suite, mais peut-être dans 10 ans, 5 ans, ou possiblement dans 3 ans ou dans 20 ans, ça va le faire. Et ça, c'est un investissement important pour l'éducation des enfants. Donc, nous revenons maintenant au niveau de cette exposition Diamaco. Quelle est l'affluence que vous constatez au niveau de cette exposition depuis le début? Et jusqu'à quand on a l'occasion de venir découvrir ces œuvres-là qui sont exposées ici? Alors, l'exposition a démarré le 11 mars et elle doit durer jusqu'au 30 avril. Donc, nous avons eu un vernissage le 11 et donc où il y avait du monde invité. Ensuite, après cette date-là, l'expo est ouverte chaque jour, en fait, du lundi au samedi, et de 13h à 17h pour les jours ouvrés et de 9h à 21h pour les week-ends. Et voilà, c'est le lieu pour moi de saluer toutes ces personnes qui viennent regarder l'exposition, même quand je suis pas là, et qui m'envoient en fait leur retour. Voilà, qui font des photos ou même qui me laissent des commentaires, qui me font leur retour par rapport à l'exposition. Il y a aussi un commissaire à l'expo qui est permanemment présent sur le site et qui permet aussi d'échanger qui est là aussi pour échanger avec les visiteurs et qui permet en fait de comprendre en fait le fond de cette exposition. Et du coup, tous ces échanges en fait me nourrissent, moi en tant que l'artiste, ça me nourrit et ça me permet en fait d'appréhender le regard des autres sur ce que je fais. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Et que pourriez-vous nous dire comme dernier mot concernant voilà, vous-même et votre exposition et votre démarche et tout sur le monde artistique au Mali? Alors, j'aimerais remercier l'Institut français pour l'opportunité qu'il m'offre en présentant cette exposition. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps je suis entre guillemets, je suis une perfectionniste à la base. Hein. Donc, lorsque je fais quelque chose, je prends mon temps en fait avant de l'extérioriser. Et ma rencontre avec l'Institut français a été vraiment un coup du destin, un coup vraiment forcé par le destin. Et lorsque la directrice a vu mes œuvres, elle était vraiment convaincue que c'est quelque chose qu'elle voudrait montrer. Et je salue la collaboration qu'ils ont bien voulu m'offrir. Et je les remercie aussi pour l'opportunité qu'ils donnent aux artistes de pouvoir présenter leurs travaux. Et j'invite tout un chacun, en fait, à nous soutenir dans ce que nous faisons
et à surtout retenir que les artistes ne vivent pas dans le monde de l'art. Les gens disent tout le temps que dans le monde de l'art, dans votre monde là, moi je pense que le monde de l'art n'est pas un monde déconnecté au reste du monde. Donc nous ne sommes pas des individus à part entière. Nous avons juste l'audace de donner notre avis par rapport à ce qui se passe et ce que tout le monde n'arrive pas à faire. Et nous avons souvent des formes assez particulières de présenter ce que nous pensons. Donc, c'est ce qui fait la beauté de notre métier. Donc, j'inviterai les gens à vraiment s'intéresser à ce que nous faisons, à comprendre. Je prends l'exemple de la métaphore de la voiture encore. Lorsque vous êtes jeune et que vous voyez juste les voitures passer, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi les marques, pourquoi les prix, pourquoi celui-là préfère ça. Mais lorsque vous commencez à vous intéresser aux voitures, vous comprenez maintenant la différence entre les prix, entre une Santa Fe et une Range Rover et tout. Donc voilà, et donc dès que vous commencez à vous intéresser aux œuvres d'art, c'est là que vous comprenez pourquoi X est dans l'abstrait, pourquoi l'autre est dans la figuration, pourquoi. Donc je pense que ce dialogue-là est très important à tenir avec les artistes. Et nous sommes ouverts pour ça. Voilà, donc j'inviterai tout un chacun à s'intéresser à ce que nous faisons, à rentrer en conversation avec les artistes pour mieux comprendre. Et les artistes sont des personnes très cultivées, ouvertes et des personnes qui partagent. Donc, je pense que ça peut même aider ce monde-là à trouver des solutions à des problèmes. Alors, c'est important cette variété de formes et de couleurs dont vous parlez, cette variété de techniques artistiques, de démarches, etc. C'est en cela même que ça donne une beauté en quelque sorte. Comme le dit Amadou Ampateba, la beauté d'un tapis provient de la variété de ses couleurs. Donc, ainsi prend fin notre entretien. Merci et bon vent pour votre carrière artistique. Bon vent également à cette exposition Djamako. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec Massira Touré dans le cadre de son exposition Djamako à l'Institut français. C'est une exposition qui continue jusqu'au 30 avril 2023. Merci.